Chaque truc qu'on fait en cuisine, je pense qu'il faut être quand même rigoureux dans tout ce qu'on fait. Après, je pense qu'on est un des métiers où on peut s'exprimer. Et voilà, on peut rater, on peut faire des trucs, mais je pense qu'il faut oser en cuisine. Et puis voilà, essayer plein de choses. Essayer plein de choses en cuisine. Quel est ton premier souvenir en cuisine, celui qui a vraiment compté? Avec mon père, quand il revenait de marée, il était marin-pêcheur, donc il rentrait et je sais que depuis le tout petit, on faisait le poisson ensemble. Et donc du coup, je pense que c'est ça qui m'a donné déjà le goût au produit. Ok, alors aujourd'hui on va faire une recette avec les produits de la maison Gégat pour les huîtres. On va faire aussi des saucisses et poitrines fumées avec la petite ferme de Clégarec. Et aussi avec l'ESAT Saint-Georges à Crac pour tout ce qui va être légumes et herbes aromatiques. Ton restaurant s'appelle le Zao. Ouais. Pourquoi Zao? Alors j'ai mon petit garçon qui a 6 ans en septembre là, et en fait il s'appelle Isao. Et donc je me suis dit si un jour j'ouvre un restaurant, j'appellerai par le surnom un peu qui est Zao du coup. Ok. Ça veut dire mérite en japonais. Du coup, tu imagines quoi pour Zao? Une carrière de cuisinier ou pas? Eh ben il fera ce qu'il veut. Il fera ce qu'il veut, mais ouais non, tant qu'il est heureux, il fera ce qu'il veut. Alors pour commencer, on va se faire une petite dégustation avec les huîtres. On va mettre du coup une saucisse grillée en fine brunoise avec un petit condiment de sauce yuzu ponzu qui va venir vraiment rafraîchir un peu la saucisse avec le côté un peu grillé, tout ça. Quelle décision en cuisine t'a coûté le plus cher à prendre? Alors je sais pas si c'est plus compliqué ou pas, mais déjà se lancer, ouvrir un restaurant, Ouais. je trouve que c'est pas compliqué, mais il faut le faire, quoi. Il faut le faire, il faut essayer. Mais je pense ouais, c'est une décision où on se dit est-ce qu'on se lance, est-ce qu'on se lance pas, et au final au jour d'aujourd'hui, voilà, je suis plus heureux d'être dans ma cuisine, je fais ce que je veux comme carte. Voilà, je suis vraiment chez moi avec la cuisine que je veux. Tu as pu évoluer un peu en pré-tournage avec Yvonique sur la chaîne de production des huîtres. Qu'est-ce que tu as ressenti à vivre à ce moment-là? Bah, vraiment du partage, et c'est ça qui est bien dans les épisodes comme ça. Justement, sortir de la cuisine, aller voir les producteurs, voir le partage, tout ce qu'ils peuvent nous apporter sur les huîtres. Vraiment apprendre, c'est des petits détails, des petits termes techniques, mais justement, c'est bien de savoir tout ça, quoi. Mon exploitation, c'est une entreprise familiale lancée par mon grand-père Jean Gégat sur l'île d'Ar en 1925, il y a un petit peu plus d'un siècle. Mon grand-père était d'Aradon, il venait de l'agriculture, il a acheté une entreprise ostricole à l'île d'Ar, à la pointe de Bernaud, juste en face du port d'Aradon. Et mon grand-père faisait la navette matin et soir pour aller bosser sur l'île d'Ar. Après, j'ai mon père Yvan qui est venu travailler avec mon grand-père. On est venu s'installer, reprendre le chantier d'Alido,
en 1971. Voilà, et moi je suis arrivé en 91 dans l'entreprise familiale. Alors on produit des huîtres creuses et des huîtres plates. Très fier de continuer à faire de l'huître plate qui est l'huître française à l'origine, l'huître creuse étant d'origine japonaise, même si elle s'est acclimatée en France, elle se reproduit en France et tout. Mais très content de faire l'huître plate parce que c'est un peu l'huître oubliée. Élevage au sol à l'ancienne, élevage en surélevé dans des poches casier sur des tables. Ok, d'accord. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton rapport à la cuisine, à la gastronomie? Alors déjà, par mon physique, on peut faire confiance à mon penchant pour la bonne cuisine. Je suis un petit-fils de restauratrice. Ma grand-mère maternelle tenait un gros restaurant au Bonneau dans lequel j'ai traîné jusqu'à l'âge de mes 12 ans, avant que ma grand-mère parte à la retraite. Je garde de très très bons souvenirs, et à la fois de cette ambiance et à la fois de la cuisine. Il y avait du homard à l'armoricaine, il y avait des soles meunières, enfin plein de bonnes choses. Ouais, et j'ai gardé le goût pour ça, je suis resté un épicurien, et je ne regrette rien. J'espère bien le rester encore longtemps. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier? Et alors, ce que j'aime le plus dans le métier, c'est le contact avec la nature, le contact avec la mer. Ce que j'aime le plus aussi, ce sont les huîtres, parce que j'adore les huîtres, j'adore les fruits de mer. Et ce que j'aime, c'est le cadre. Le golfe du Morbihan est vraiment un joyau, un superbe lieu pour y travailler, mais pour y vivre. J'ai la chance d'habiter à 10 mètres de l'eau, d'y avoir grandi, d'y vivre encore, d'y travailler. Enfin, je veux dire, je suis quelqu'un de privilégié par rapport à ce paysage que m'offre la nature. Ouais. Ça, si tu veux bien, Nick, ouvrir les huîtres, s'il te plaît. Avec plaisir. Qui sont la taille numéro 2. Ouais. 2. Comme ça, avec ça, on va utiliser la taille un peu plus grosse pour faire le condiment et le tartare qui va aller sur la poitrine. Pour amener vraiment ce côté un peu iodé et casser un peu le gras de la poitrine qui était confite. Dans 10 ans, où est-ce que tu te vois? Comment tu te vois en tant que chef? Je pense que je serai dans l'épisode 264 de Terre de Braise avec toi encore. Dans 10 ans, je sais pas, j'aimerais bien évoluer, peut-être pas, déménager peut-être le restaurant, ouvrir quelque chose d'autre. Ouais. Mais toujours rester dans ce truc un peu gastronomique et toujours aller voir les producteurs, toujours vivre de la passion et puis transmettre aussi avec les apprentis, les stagiaires qui viennent au restaurant et une équipe soudée, quoi. Parle-nous de ton exploitation, ce que tu fais, ce que tu produis. Ouais. Alors en fait sur l'exploitation, on a des vaches allaitantes en race limousine et on a aussi des porcs en plein air. Donc je suis sur des races classiques industrielles. Mes truies sont roses comme on peut le voir là, c'est des large white landrace. Et mon verra c'est un duroc. On a fait le choix en fait de les élever en plein air intégral. Donc c'est-à-dire que là, ici c'est la partie repro où mes truies mettent bas et au bout de 49 jours on sèvre les porcelets. Et on les emmène à l'engraissement, du coup, et ils sont un peu plus loin, dans une parcelle entièrement boisée, en fait. Comment tu nourris tes bêtes? Pour les vaches, c'est simple, elles sont uniquement au foin et à l'herbe produite sur l'exploitation. Pour les porcs, c'est un peu plus compliqué parce qu'on n'a pas assez de surface, en fait, pour produire intégralement notre aliment, donc on en a une partie qui est achetée. D'accord. Et après, on complète avec les céréales que nous, on arrive à produire sur l'exploitation. Okay. Et on complète aussi en fait avec de la radicelle d'orge qu'on récupère de la malterie qui est à Saint-Avé, la malterie Hermalt. D'accord. Donc voilà. Donc du coup ça reste quand même en fin de compte très local tout ça. Le but c'est d'être le plus local possible, ouais. Et on est en bio, donc en plus on a la contrainte d'avoir que des appros qui soient bio. Tu as une fille? Oui. Est-ce que tu as d'autres enfants? Ah ouais.
Ouais. On en a 6. On fait aussi un élevage d'enfants, j'ai oublié de le dire, mais bon, ça se cuisine pas alors. Et du coup, est-ce que tu amènes tes enfants à reproduire entre guillemets le modèle familial? En fait, ils sont tous assez différents. À part ma fille qui est peut-être un peu plus animalière et qui vient avec nous et qui aime ça. Les garçons là sont dans l'adolescence, donc ils sont plus dans le rejet du modèle. À part un, mais il vient pas sur la ferme, il vient sur les marchés. Parce que lui, il adore faire ça aussi. Il adore être sur les marchés, vendre et tout. Donc après, on les oblige pas, ils font comme ils veulent. Enfin, voilà, il n'y a rien d'imposé, quoi. Vous avez un modèle économique, vous travaillez peut-être plus avec des restaurateurs, plus avec les particuliers? Qu'avec des particuliers. D'accord. Ouais, j'ai essayé de travailler avec les restaurateurs, mais j'ai pas forcément les volumes ou la pièce bien précise qu'ils veulent. Enfin, tu vois, ils ont des exigences qui sont quand même bien particulières et répondre à leurs demandes, pour nous, c'est vraiment compliqué. Et si tu avais la possibilité de trouver un restaurateur qui ne marche qu'avec ce que tu as à un moment précis, est-ce que tu irais? Ah ouais, j'irais, ouais. D'accord, ça marche. Ouais, parce que c'est quand même top de voir ton produit travaillé par un chef qui sublime le truc, quoi. C'est génial. Bien entendu, un peu comme ce qu'on va faire du coup avec Kevin. Exactement, et c'est pour ça que j'adhère vraiment le projet, je le trouve vraiment top, quoi. On va travailler la poitrine qu'on a cuit en basse température 7 heures au préalable. On va venir juste griller pour avoir vraiment la côte un peu croustillante et fondante. Et on va venir ici travailler avec un tartare d'huître. Moi je m'appelle Laurie, j'ai 35 ans, je travaille en maraîchage à l'ESA de Saint-Georges-à-Crac, ça fera 10 ans cette année. Ok. Et je fais du maraîchage, je fais les récoltes, les semis, je fais la boutique, je fais le marché. Ok, d'accord. Voilà, c'est assez complet. Je suis très polyvalente, quoi. D'accord. Et du coup, ça fait 10 ans que tu es dans les Attes ici? Oui. Et 10 ans que de maraîchage? Oui. Bien. Et pour toi, Clément? Eh bien moi, ça fait 3 ans et demi que je travaille ici et que je suis moniteur d'atelier en ESAT. J'ai commencé comme saisonnier et maintenant je suis en CDI. Je suis dans le maraîchage depuis 6 ans. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est qu'un ESAT? C'est un lieu, un établissement où on accompagne des personnes par le travail. Et alors certaines personnes ça va être à l'intérieur de l'ESAT, d'autres personnes aimeraient aller travailler en milieu ordinaire, donc notre but c'est un peu de les former et de les préparer à ça. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le maraîchage? Moi, ce qui me plaît dans le maraîchage, c'est qu'on est dehors, qu'on fait jamais la même chose tous les jours, c'est diversifié, voilà quoi. Ça tourne de jour en jour. Le matin, on peut faire des récoltes, l'après-midi, on peut planter des tomates, voilà quoi. C'est très diversifié. Puis tous les ans, on change de production. Je rejoins Laurie sur l'aspect diversifié, quoi. Et puis chaque année est différente. Et puis je pense que c'est important, l'alimentation c'est un peu la base de la vie, donc on est tellement dans un monde où tout est fou et on mange de la merde que c'est important de pouvoir proposer ça aux gens qui sont pas trop loin, quoi, et qu'il y ait qu'il y en ait un maximum, hein, que ce soit des maraîchers ou d'autres petits producteurs. Bien sûr. Top. Donc voilà, ce qui me plaît, c'est que je suis en accord dans mon éthique aussi, et l'aspect accompagnement en plus est top. Ouais. Est-ce qu'il y a un légume que vous aimeriez voir davantage valorisé dans les assiettes des Français au quotidien? Le piment, ouais. Parce que j'adore le piment. Ça me plaît, ça. Et c'est vrai que nous, on fait plein de petits piments. Ok. Mais c'est plus pour nous parce qu'on les vend quasiment pas. Hein. Le breton n'aime pas trop le piment, hein. C'est regrettable. Ouais. Il y a quelques exceptions, mais voilà. Oui, voilà. Si je devais répondre, le piment, ouais. Ok, d'accord, ça marche. Qu'est-ce que tu voudrais que les gens comprennent sur ton travail?
Je voudrais que les gens comprennent que c'est un travail de conviction. Déjà que les deux aspects du travail, hein. Donc je parle vraiment de l'accompagnement de l'aspect social et l'aspect production légumière et les choix qu'on fait dans le cadre du possible, hein, bien sûr, les choix de production qu'on fait aussi, que c'est la base de la réflexion, c'est toujours une forme d'éthique et de conviction, quoi. Du coup, on va passer au dressage. On a la chance de pouvoir travailler avec les assiettes, les belles assiettes d'Emilie, avec la marque Mud to Mug, près de La Rochelle. Donc on va les utiliser en support. C'est vraiment une céramiste qui fait du très très beau travail. Coupé. C'est quoi le truc qui te fait te lever tous les matins pour aller au resto? Je pense l'envie de créer, l'envie de faire encore de nouveaux plats, de nouveaux essais, de fermentation, des trucs comme ça. Et partager justement après la passion avec les clients et transmettre notre savoir-faire, je pense, du terroir. Est-ce que tu recommandes à d'autres chefs de vivre l'expérience que tu viens de vivre? Alors je recommande énormément. Peut-être pas avec cette forte chaleur, mais je pense qu'il y a énormément de choses à faire et ce concept avec toi, en fait, Sam, c'est vraiment cool parce que ça permet à... Bon, nous, on se connaît depuis 4-5 ans maintenant, mais ça permet à des jeunes, je pense, de voir autre chose, de sortir, et puis tu laisses la chance à tout ça. Donc, non, c'est très très bien. Donc, allez-y, vraiment. Moi, c'est des moments que j'aime bien, parce que j'aime bien montrer ce qu'on fait, en fait. Je suis vraiment fière de la façon dont on élève nos cochons. On voit que les animaux, ils sont bien, nous, on est bien dans ce qu'on fait. Et pouvoir le partager, je trouve ça génial. En plus, on rigole bien, on va pas se mentir, c'est quand même plutôt sympa. Donc, c'est un chouette moment, et de pouvoir transmettre et montrer qu'on peut faire bien les choses et faire des bonnes choses, quoi. Alors, ce que j'ai ressenti durant ce reportage, déjà, c'est la bienveillance des 4 personnes qui m'entouraient. Ce que j'ai ressenti, c'est aussi une jolie façon de mettre l'huître et la profession d'ostréiculteur en avant. La présence de Kevin à mes côtés, moi qui adore la cuisine, c'était aussi une jolie complicité. Ok. Est-ce que c'est un truc que vous recommanderiez à d'autres maraîchers en ESAT comme en milieu ordinaire? Si ça peut aider de petits producteurs, complètement. Surtout que c'est pas facile, quoi. Donc. Est-ce que tu es prêt à revenir sur Terre de Bresse, par exemple saison 2 ou saison 3, avec un panier 100% mystère? Ça veut dire que tu ne cuisines que ce que tu as à l'instant T. Donc il n'y aura pas de MEP, il n'y aura rien du tout de ça. Moi, c'est plus une cuisine comme ça que j'aime, d'où justement le slogan un peu du restaurant cuisine d'instinct, cuisine d'instant. Parce que justement, moi je ne m'arrête pas à des recettes ou à des cahiers de recettes. C'est bien d'avoir des trucs déjà acquis. Mais si tu t'arrêtes aux recettes, en fait, tu n'évolues jamais, je trouve, et tu ne te laisses pas aller. Et je pense que notre métier, c'est plus ça aussi, c'est de savoir faire et de créer des plats, des trucs comme ça, à l'instant T. Eh ben, rendez-vous pris pour saison 2 ou saison 3. Rendez-vous au premier virage.